Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Cet épisode est un peu particulier puisque c'est déjà le 20e du podcast. Je vais donc évidemment m'empresser d'allumer une bougie sur une petite part de flanc pour fêter ça. Et pour cet anniversaire, je tenais à parler de jeunesse, de démocratie et d'engagement. En effet, lors de la dernière élection présidentielle française, en 2022, 41% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. À cause de la météo, par flemme, par manque de conviction, bref, qu'importe, c'est pas le sujet. À la fin des fins, s'ils ne sont pas allés voter, c'est qu'un candidat ou une candidate ne leur a pas donné l'élan de le faire. Et en parallèle, en fouillant un peu dans les statistiques de la politique française, je découvre que moins de 4% des maires ont moins de 40 ans. Pas facile de se faire élire lorsqu'on a une vie professionnelle et parfois une vie de famille qui débute. Bref, voter, c'est indispensable et la vocation de l'engagement ne sort pas de nulle part. Pour ça, il faut une jeunesse qui s'engage. Et pour qu'elle s'engage, elle a besoin de modèles. Bonjour Alexia de Montgolfier. Bonjour Baptiste. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Comment est votre climat. C'est un anniversaire, c'est le 20e épisode déjà de Comment est votre climat. Alors le dernier donc concernait le flanc, vous l'avez entendu, avec Alexis Le Rossignol. Maintenant on va revenir dans le sujet du changement climatique et merci d'être venu jusqu'à Paris, parce que vous êtes que de passage, parce que vous vivez outre-frontière, en Suisse, à Lausanne. Vous êtes étudiante en architecture. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc à l'école d'architecture de Lausanne. Et je vous reçois parce que vous êtes présidente d'un parti politique. Ce parti, c'est Equinox. Alors peut-être que tout le monde ne le connaît pas encore parmi nos auditrices et auditeurs. Alors, comme ce sont des gens plutôt érudits de climat, je ne serais pas étonné que certains d'entre eux le connaissent déjà. Mais pour les autres, justement, ce sera l'occasion un petit peu d'en parler. Alors vous êtes déjà présidente de ce parti à seulement 23 ans, mais avant de parler de politique, donc ce sera plutôt dans la deuxième partie d'émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Alors déjà étudiante en architecture, on a dit, est-ce qu'on vous parle de climat dans les écoles d'architecture ? Totalement, et c'était un peu une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de partir faire mes études à Lausanne. C'était que c'était une problématique qui était vraiment prise en compte dans les études, alors que j'avais un peu plus le peur que ce soit moins le cas dans les écoles que j'avais visitées en France. J'ai notamment un cours qui m'a particulièrement marqué de Sébastien Marot, qui est philosophe et qui travaille sur les questions entre l'architecture et l'agriculture. Et qui nous avait fait un cours en première année sur le lien entre l'humain et son environnement depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc on trace toute l'histoire de l'humanité, mais vraiment par le prisme de lien entre l'humain et l'environnement. Et après, bien sûr, ces questions m'ont suivi pendant tout mon parcours, et là je viens juste de passer ma soutenance de mémoire où, encore une fois, ce sujet reste assez important pour moi. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à ce qu'on appelle la génération climat ? C'est vrai que durant mon parcours, notamment mon lycée, j'ai participé au mouvement des marches pour le climat, et je pense que ça reste un moment assez marquant dans mon parcours d'engagement, parce que se retrouver avec énormément de jeunes dans la rue, voir ces regards souriants, je pense que ça m'a donné envie de m'engager sur ce sujet, et ça m'a aussi convaincue que la jeunesse garde espoir et qu'on a envie de changer le monde. Et est-ce qu'on peut la définir vraiment, la génération climat ? Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, il y a quelques années, j'avais 23, 24 ans aussi, donc ce qui me rappelle que je suis plus du tout jeune maintenant, je suis plus du tout la génération climat. Mais en fait, j'avais un peu le sentiment qu'on était tous pareils dans ces manifestations, qu'on se ressemblait, qu'on pensait un peu la même chose, qu'on allait dans les mêmes endroits. Enfin, comment est-ce qu'on peut percer la bulle ? Clairement, je pense qu'il faut faire attention à l'entre-soi, et que ce soit dans nos amitiés, au-delà de ça, dans nos engagements, etc. Chez Equinox, c'est aussi quelque chose qu'on a assez à cœur, d'arriver à vraiment s'ouvrir et de pas parler qu'à une certaine bulle qui, en effet, pense la même chose, se retrouve dans les mêmes lieux, etc. On a notamment développé un atelier qui s'appelle Ouvrons Equinox, où on va parler à des personnes qui sont plus éloignées de la politique pour justement démocratiser la politique. On arrive avec nos méthodes, etc. Et c'est vraiment principalement les écouter. Je pense les personnes qui sont éloignées de la politique ou qui ne sont plus représentées en politique ou qui n'ont pas forcément le lien avec cette génération climat, ce mouvement, je pense que c'est surtout de l'écoute qu'on doit faire et un peu changer de paradigme au lieu de convaincre, chercher plutôt à écouter les gens. Et ces manifestations dont vous parliez justement au début de la génération climat, donc initiées par Greta Thunberg,
Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de vous engager ? Est-ce que vous avez eu un grand soir du climat ? Est-ce que vous avez eu un apprentissage progressif ? Comment ça s'est passé ? Je pense que ça a été plutôt progressif. Je parle beaucoup de mon engagement climat par rapport à mon lien aussi à l'environnement. J'ai grandi en ville, dans le 92, mais j'avais la chance de passer tous mes étés en Ardèche. Et c'était un peu une grande respiration pour moi et j'aimais beaucoup ces vacances-là, un sentiment de liberté, je pense que je retrouvais pas enfermée dans du béton. Et du coup, très jeune, j'ai demandé à mes parents de partir en pension pour retrouver ce sentiment de liberté un peu toute l'année. Donc j'étais dans le nord de la France en pension. Et après, ça s'est fait progressivement par les marches sur le climat, par des soirées avec ma grande sœur dans notre chambre à refaire le monde, des discussions avec mes parents. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient extrêmement à l'écoute et qui ont continué à me suivre dans mon engagement tout le long de mon parcours. Alors, vous parlez très justement donc des Hauts-de-Seine, un très beau département, évidemment. Bétonné, alors si je dis bétonné, je vais me faire gronder, donc on va dire qu'il est minéral. Voilà, ça passe toujours un petit peu mieux. Est-ce que, à titre personnel, vous avez déjà été victime, alors émotionnellement ou physiquement, du changement climatique directement, un impact qui vous a touché ? Alors, je pense que tout le monde est victime du changement climatique aujourd'hui, et malheureusement, principalement les plus précaires, qui en sont le plus victimes. Moi, un événement qui m'a marqué, je pense que c'était quand même, c'est toujours des événements qui sont plus proches de nous, l'incendie à Marseille l'été dernier. Je pense pouvoir voir autant de fumée et flammes si proches de chez soi, donc là où mes parents habitent, c'est toujours marquant. Mais j'espère en fait qu'on va réussir à convaincre un maximum et une majorité avant que tout le monde soit impacté personnellement par une catastrophe climatique. Et certaines mauvaises langues diront oui, mais c'est le sud, c'est l'été, il fait chaud, c'est normal, ça finit bien par brûler, etc. Oui, mais dans ces proportions-là, non, c'est pas normal et ça ne brûle pas que dans le sud. On se souvient d'incendies, notamment en Bretagne. Question que je pose à chacun de mes invités, est-ce que vous êtes éco-anxieuse ? Oui, même je pense que ça peut sortir de l'écologie et du climat, parce qu'aujourd'hui, face au monde qu'on voit, tensions géopolitiques, etc., je pense qu'on sort juste de la crise climatique, mais aussi on peut parler de crise sociale, une crise démocratique aussi que je trouve assez effrayante. Maintenant, je pense que mon engagement, ma lutte, elle n'est pas basée sur cette peur, mais plus basée sur l'espoir et l'envie d'agir. Alors souvent les gens me répondent non, je ne suis pas éco-anxieux parce que je suis dans l'action. Okay. Ou alors oui, je suis éco-anxieux. Alors ça on me le dit pas souvent quand même, hein. J'ai un bon 90% de gens pas éco-anxieux, mais en même temps je reçois surtout des gens engagés. Et c'est l'action justement qui vous empêche d'être éco-anxieuse. Le fait que vous mettiez vous-même les mains dans le cambouis, ça vous aide ? Je pense que le fait de s'engager, ça permet de se sentir un peu moins impuissant. Et je pense que c'est l'impuissance qui crée beaucoup d'anxiété. Maintenant, un engagement, comme tout engagement, c'est un parcours. Il y a des phases de doute, il y a des phases où ça va mieux, etc. Mais donc oui, je pense que mon engagement m'aide à éviter d'être trop éco-anxieuse en général. Alors il y a une autre question que je pose souvent, mais là elle s'y prête un peu moins. Souvent je demande aux gens, est-ce qu'ils conçoivent la vie aujourd'hui comme ils la concevaient il y a 10 ans ? Alors il y a 10 ans vous aviez 13 ans, je me doute bien que vous ne concevez pas la vie aujourd'hui comme vous la conceviez à 13 ans. Ça, forcément les choses ont un petit peu changé entre l'adolescence et la vie étudiante puis professionnelle. En revanche, cette question j'aimerais la poser autrement. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vous projeter ? À 23 ans, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans 10, dans 20 ans ? Et est-ce que l'avenir est clair ? Je pense, non, je dirais pas que l'avenir est clair. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup de projets dans la vie, etc. Et je crois profondément dans les projets dans lesquels je m'engage, comme chez Equinox, mais aussi d'autres projets. Donc, j'arrive à me projeter, moi, personnellement, dans ma vie. Par contre, arriver à dessiner le monde d'ici 50 ans, aujourd'hui, je trouve ça compliqué à imaginer. Non, je pose jamais la question à 50 ans, ça c'est trop difficile, non, ouais. C'est pour ça que je demande 10, 20 ans. Et votre engagement, il ne s'arrête pas qu'à la politique. J'ai vu que vous aviez un engagement aussi contre le sans-abrisme, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous
pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, totalement. Je participe à une association qui a pour objectif de monter des colocations entre jeunes pros et sans-abri. Donc l'idée n'est pas de lutter contre le sans-abrisme et d'éradiquer le sans-abrisme, parce qu'une colocation, il va y avoir 4 personnes dans la précarité. Ça va pas changer le monde, mais l'idée, c'est de recréer un peu d'humanité là où il y en a plus. Et en fait, de se rendre compte que vivre avec des personnes qui ont vécu une grande précarité, alors oui, souvent ils sont impactés, et même physiquement, mais en fait, nous, on se rend compte aussi qu'on peut avoir des impacts dans notre vie, et en fait, c'est se mettre au même niveau et recréer un peu de lien social par ces colocations. Il vient d'où ce sens de l'engagement politique, associatif Je pense qu'il vient beaucoup de mes parents, de mon éducation. Et après, il vient de... Je pense que l'engagement en général me donne beaucoup d'énergie. J'ai la chance aussi aujourd'hui d'avoir du temps pour le faire et plein d'énergie. Et j'espère que ça continuera les prochaines années. Étudiante en architecture, présidente de parti politique, vous avez du temps. Ça dépend, mais c'est clair que je fais pas la fête tous les week-ends, etc. Mais je profite de mes engagements aussi d'une certaine manière. Et je pense que oui, c'est peut-être du temps qu'empiète sur temps en temps, du temps personnel, sur le fait d'aller passer du temps avec ma famille, etc. Mais en même temps, j'ai créé énormément de relations aussi dans ces engagements-là. Donc j'y vais souvent avec plaisir. Alors parlons justement d'Equinox. Donc Equinox, c'est le parti politique dont vous êtes la présidente à seulement 23 ans. Alors vous n'êtes pas fondatrice de ce parti, vous êtes la présidente. Parti très jeune. Est-ce qu'on peut le dater ? C'est quoi ? C'est la première campagne ? Est-ce qu'il a été fondé avant ? Alors Equinox a été fondé en 2021. Donc pour sa première campagne qui a été les législatives de 2022, où ils ont eu 3 candidats à Lyon, Strasbourg et Paris. Equinox est né de jeunes actifs qui avaient principalement fait des études plutôt ingénieurs et qui venaient de l'agro-polytechnique et qui se retrouvaient pas dans l'échiquier politique actuel. Et qui avaient du mal à savoir comment s'engager. Au début, c'est parti de la volonté de créer une association, une sorte de think tank qui pourrait dessiner les lignes d'un programme politique qui leur semblait intéressant, pour ensuite aller le porter auprès des politiques. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au-delà des idées, il y avait aussi une question de manière de faire, et qu'aujourd'hui, la politique était très bouchée, et qu'en fait, il y avait aussi une volonté d'inventer une nouvelle manière de faire de la politique. Et donc, ils se sont décidés en fin 2021 de créer un parti politique. Donc voilà, ce parti existe maintenant depuis 5 ans. Ils ont participé aux législatives 2022, on a participé aux européennes, on a eu une liste, et ensuite aux législatives juste après anticipées, et ensuite à quelques législatives partielles, et bien sûr les municipales. Quelle est la ligne du parti ? Comment est-ce qu'on pourrait le définir ? Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous demande « mais chez Equinox, vous pensez quoi ?» Comment vous répondez rapidement ? Equinox, c'est un parti qui est convaincu qu'il faut lutter contre la démesure dans notre monde, et qui cherche à rassembler toutes celles et ceux qui sont convaincus de l'urgence de bâtir une société qui soit plus résiliente, plus solidaire et aussi plus démocratique. On a vraiment 2 grands piliers, c'est les questions environnementales et les questions de démocratie, qui au final ouvrent de multiples autres thématiques. Et on est assez convaincus qu'on a besoin de transformer nos modes de vie de manière assez radicale pour notamment respecter les limites planétaires. Mais voilà, que ça ne doit pas se faire non plus au détriment de la qualité de vie, mais qu'en fait on doit imaginer et esquisser quel serait le monde d'après en respectant les limites planétaires. Et on a vraiment cette volonté d'arriver à retisser les liens de solidarité dans notre monde, et de restaurer une confiance dans la démocratie qui n'existe plus vraiment aujourd'hui en France. La démocratie n'existe pas. Non, la confiance en la démocratie. La confiance dans la démocratie. Enfin, dernière étude de Cevipof montrait quand même que la confiance des Français envers les partis politiques baissait quand même drastiquement ces dernières années. Et environ 40% des Français qui aimeraient un retour à un régime autoritaire.
Oui, ce qui est assez, en France, qui assez est effrayant. évidemment effrayant, en effet. Vous avez mis le doigt en fait sur ce qui est extrêmement difficile dans l'écologie, c'est-à-dire changer nos modes de vie de manière radicale, mais sans être repoussoir, sans y aller trop fort. En fait, finalement, tout le monde est pour l'écologie, mais si ça les impacte pas trop, quoi. Alors, ma question est à la fois très simple et la réponse extrêmement compliquée. On fait comment ? En effet, c'est pas facile. Maintenant, c'est aussi le but du parti, c'est de réfléchir à ces questions-là, sinon on n'a plus un grand intérêt. Je pense que déjà, il faut arriver à co-construire avec tout le monde. C'est pour ça que la démocratie est un point assez important chez Equinox, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas imposer d'en haut des choses qui vont changer radicalement le mode de vie de tout le monde. Forcément, ça ne va pas plaire. Et je pense que c'est aussi une des problématiques de certaines lois où on a pu reculer derrière parce que, en fait, on n'avait pas consulté avant, donc forcément, c'est plus compliqué. Et après, je pense qu'il faut aussi arriver à... moi, j'aime beaucoup parler de lien social parce que je pense que c'est ce qu'on a beaucoup perdu dans notre société aujourd'hui à cause de plein de choses. Je pense les écrans sont en partie une responsabilité, mais moi, je trouve ça m'a toujours fasciné le fait qu'on habite dans des villes les uns sur les autres, dans des appartements, mais qu'on connaisse pas notre voisin du dessous, notre voisin du dessus, etc. Là où dans la ruralité, en fait, on se rend compte que les gens ont beaucoup plus de liens entre eux, etc. Et vivent de manière aujourd'hui, c'est beaucoup plus résilient aujourd'hui d'habiter dans un village plutôt que dans une grande ville, dans une grande métropole où on sait que le système n'est pas résilient et pas du tout adapté au changement climatique. On a pu le vivre à Paris, à Lyon cet été, c'est pas vivable. Donc je pense arriver à réesquisser des imaginaires, à arriver à recréer un dialogue entre les Français, ça peut nous permettre, et je pense que les solutions aussi existent aujourd'hui. Fondamentalement, on a plein de chercheurs, etc., qui travaillent sur le sujet. Je pense qu'il manque, c'est des décideurs politiques qui ont un peu d'ambition. Alors vous parlez de décideurs politiques, vous êtes quelque part devenue une décideuse politique puisque vous êtes présidente de parti. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce parti, vous l'avez rejoint. Ouais. Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Déjà, je pense je m'étais jamais imaginé m'encarter dans un parti politique. Je crois que ça faisait pas partie du champ des panels de possibilités de ce que je pouvais faire dans ma vie. Et ce que je trouve assez fou d'ailleurs, parce que je pense que tout Français ou Française devrait se sentir légitime à s'encarter dans un parti politique. Et donc j'ai découvert Equinox lors des européennes sur les réseaux sociaux, comme quoi les réseaux sociaux peuvent avoir du bon aussi. C'est comme ça que j'ai découvert Equinox aussi. Et très rapidement, j'ai été assez... j'ai beaucoup aimé le ton qu'ils mettaient dans leurs publications, la volonté de démocratiser un peu la politique. Donc déjà, je me suis sentie beaucoup plus proche du fait de pouvoir m'encarter. Et il y avait une certaine revendication d'un renouveau démocratique, etc., qui sont des choses qui me parlent. Mais j'avais aussi un peu envie de voir en interne... c'est bien beau de le promouvoir, mais est-ce qu'en interne, ils le vivent vraiment ? Et donc, je me suis engagée chez Equinox et j'ai été agréablement surprise du fait que y a une réelle volonté en interne de faire évoluer les choses, de faire changer les choses, de tester en fait aussi. Il y a des choses qui marchent pas de temps en temps, hein, mais voilà, on a fait notamment un gros travail sur les statuts en interne pour que chacun puisse prendre la parole, puisse avoir le droit d'agir et se sentir légitime. Et donc, vous ne pensiez pas vous encarter ? Alors, rejoindre un parti, c'est une chose, rejoindre le bureau, c'en est une autre, vouloir en être la présidente, c'est encore autre chose. Pourquoi être allé directement à la candidature de la présidence du parti ? Pour refaire un peu l'historique, donc j'ai rejoint Equinox pendant les européennes, j'ai aidé, mais sans être très engagée au moment des européennes. Et c'est au moment de la dissolution, en fait, le soir des résultats des européennes, je crois que j'ai eu un petit moment je crois qu'il faut vraiment s'engager là. On n'a plus vraiment le choix et il y a vraiment cette polarisation de la société qui a été vraiment marquée dans les résultats de ces européennes, m'a vraiment donné envie de m'engager. Donc j'ai proposé à ce moment-là ma candidature pour les législatives dans la circonscription où habitent mes parents, 3e circonscription des Bouches-du-Rhône, et j'ai été candidate. C'est une expérience qui m'a beaucoup plu, le fait d'être proche, d'aller parler, d'aller tracter, d'être à l'écoute des citoyens et des citoyennes. Alors c'est une campagne qui a été très rapide et qui était dans un climat quand même pas très agréable parce qu'on avait quand même une montée des extrêmes assez importante. Et à la suite de ces élections, qui ont été plutôt une belle expérience, j'ai décidé de m'investir un peu plus dans le bureau. Donc j'ai rejoint le bureau pour faire de la communication.
Et au bout d'un moment, Anatole, un des fondateurs du parti, qui est éleveur laitier et donc qui va reprendre une ferme dans pas très longtemps, m'a proposé de reprendre la présidence. Voilà, je pense qu'on avait réussi à tisser un lien de confiance assez fort et il m'a proposé de le faire lui est donc devenu vice-président, donc c'était l'ancien président, il est devenu vice-président et moi présidente, et on a voulu remonter un bureau tous les deux. Donc voilà, chose qu'on a fait, on a été élus au jugement majoritaire donc en janvier dernier. Ah oui, j'allais vous demander, donc en fait vous êtes élu par un bureau qui est lui-même élu, les gens viennent, comment on est ça élu, fonctionne donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose une candidature à un ou une présidente et un ou une vice-présidente. Ensuite, il y a 2-3 semaines où des gens peuvent proposer de rejoindre ce bureau. C'est un bureau qui est composé de 8 personnes. Et ensuite, c'est une élection sur liste au jugement majoritaire par l'ensemble des adhérents et adhérentes d'Equinox. Et si jamais demain on devait placer Equinox à l'Assemblée nationale, voilà, si vous avez des députés en 2027, ils seraient assis où dans l'Assemblée nationale? Ils seraient plutôt à droite, plutôt à gauche? On les mettrait où? Et je pense que tout dépend du nombre de députés équinoxiens, ça dépend si on peut former un groupe, etc. Mais si, imaginons qu'il y ait un député Equinox qui soit à l'Assemblée nationale, je pense qu'aujourd'hui, ce serait à voir avec lui aussi, mais il serait à l'extrême droite de l'extrême droite, c'est-à-dire avec les non-inscrits, enfin qui ne sont pas du coup étiquetés. Oui, mais je pense que vous avez compris le sens de ma question. C'est sur l'échiquier politique, où est-ce qu'on pourrait vous placer? Sur l'échiquier politique, donc aujourd'hui la France, comme plein d'autres pays aujourd'hui dans le monde, sont construits sur ce clivage politique entre la droite et la gauche, mais qui, en tout cas c'est le sentiment qu'on avait, il y a une sorte d'affrontement idéologique aujourd'hui de plus en plus fort, avec du coup d'un côté la droite, d'un côté la gauche, ça fait le bon, le méchant, selon de quel camp on est, et aujourd'hui plutôt de débattre, enfin on le voit vraiment à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est vraiment une vraie caricature, plutôt que de débattre point par point d'une proposition, etc., on va soit acclamer, soit rejeter par bloc l'ensemble des propositions, que ce soit une personne, un média, une proposition de loi, etc. Et ça crée une sorte d'entre-soi, de dogmatisme aussi dans ces bords politiques, et pour moi, on perd aussi de la nuance, ce que je trouve dommage à un moment où je pense qu'on a vraiment besoin de nuances dans notre monde aujourd'hui. Et du coup, pour nous, chez Equinox, il y avait aussi cette volonté que tous ceux qui nous rejoignent, qu'ils aient pu s'identifier un jour de droite, de gauche, centriste, ils puissent nous rejoindre parce que eux, leur volonté, c'est vraiment de se rassembler avec tous ceux qui veulent construire un monde qui soit plus mesuré. Donc avec bien sûr le goût du temps long, l'intérêt général, le courage de la nuance, mais voilà, sans vouloir forcément se placer sur l'échiquier politique, parce qu'on estime qu'aujourd'hui cette grille de lecture n'est plus, qu'on aurait besoin d'une nouvelle grille de lecture, elle est plus pertinente aujourd'hui. Donc c'est plus un parti citoyen finalement, on dirait, voilà, avec plein de citoyens en fait de bonne volonté, droite, gauche, etc., qui viennent vous rejoindre. Alors après, on l'a vu depuis 2017, un parti citoyen peut accéder au pouvoir, peut rester 10 ans à l'Élysée. Il y a bien un moment ou un autre, il finit par aller d'un côté ou de l'autre, et c'est peut-être ça dans lequel vous ne voulez pas tomber, justement, essayer de rester dans votre droite ligne, sans qu'il y en ait une qui prenne le pas sur l'autre. Ouais. Je pense qu'il faut quand même assumer avoir une certaine idéologie. Un parti n'est pas partisan. Évidemment. Et donc, mais je pense que, nous, notre boussole, elle est assez claire, c'est la mesure et la lutte contre la démesure, et vraiment de... on en reparlera sûrement sur les questions de méthode et de comment on fabrique notre programme, mais il y a vraiment une volonté d'introduire une méthode dans le faire politique pour justement ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais parler du programme, mais d'abord, vous avez parlé des jeunes. Alors, vous êtes jeune, vous êtes une femme, et en politique, il y a 2 gros problèmes, c'est le jeunisme et le sexisme. Comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous l'avez vécu directement? Est-ce que vous en êtes victime? Comment est-ce que vous luttez contre chez Equinox? Alors moi personnellement j'ai pas l'impression d'en avoir été impactée chez Equinox, et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je suis la plus jeune actuellement au bureau et présidente, et on me l'a jamais fait ressentir.
Bien au contraire, c'est plutôt moi qui étais en mode non, là, vous devrez plutôt aller à ma place à cette interview, etc. Et c'est vous qui êtes contre les seniors, en fait. C'est ça. Et on m'a toujours fait comprendre que j'avais totalement ma place, etc. Et du coup, ça, je trouve ça assez agréable. Le sexisme, je pense qu'aujourd'hui, toute femme vit une sorte de sexisme ordinaire oui, en pas général. qu'en politique. Pas qu'en politique. Malheureusement, le monde politique est quand même assez fort dans ce domaine-là. Je pense qu'il faut continuer à en parler. Je pense que ça, c'est important. Et on commence petit à petit. Il y avait une intervention de Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale récemment qui a recadré un député. Ça fait plaisir, ça montre que ça avance, mais ça montre aussi qu'on continue à avoir des remarques complètement déplacées dans notre Assemblée. Concrètement, chez Equinox, moi, c'est quelque chose que forcément auquel je tiens et qui fait partie de mon mandat en tant que présidente du parti. Donc, il y avait notamment la volonté de créer un groupe Equinox au féminin pour déjà réfléchir à ces questions-là. Pourquoi les femmes sont moins engagées, comment on peut faire pour recréer de l'engagement, etc. Et ensuite, je pense qu'il y a une question de formation aussi, que ce soit des hommes mais aussi des femmes, pour arriver dans un lieu qui soit avec du respect, etc. Ça me paraît nécessaire. Oui, un safe space, c'est ça, comme on dit. Oui, vous avez fait référence donc, à une remarque sexiste contre Sandrine Rousseau, à l'époque, qui, soi-disant, selon ce député, je ne sais plus ce qu'il avait dit, hurlait ou parlait trop fort, voilà. Enfin, chose que finalement on ne dit qu'aux femmes, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que dans l'Assemblée nationale, ce genre de remarque n'a évidemment pas sa place. Cécile Duflot en avait fait les frais aussi il y a quelques années avec sa robe, etc. Heureusement, il y en a de moins en moins, mais bon, c'est toujours une de trop, évidemment. Pour revenir aux jeunes, aujourd'hui, les jeunes se tournent principalement vers deux partis, c'est pas vrai, 3 partis. Le premier parti, c'est l'abstention. Et ensuite, 2 partis. C'est plutôt les extrêmes, les 2 côtés de l'échiquier politique. Donc, moi, à mon humble échelle, je fais un peu de politique. Je vois bien que les jeunes, petit à petit, commencent à venir dans des partis plus centristes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes vont plutôt au RN, plutôt chez LFI. Vous parliez justement de nuances. Vous disiez que vous étiez le parti de la mesure contre la démesure. Comment est-ce qu'on fait revenir les jeunes ? Vous qui êtes une jeune dans la mesure, comment faire venir les jeunes dans la mesure, dans les partis plus, j'aime pas ce terme, mais plus traditionnels ? Alors, je pense que malheureusement, il n'y a pas que les jeunes qui vont vers les extrêmes aujourd'hui. Je parle des jeunes pour parler de l'avenir. Et je pense qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure, arriver à changer de paradigme, arrêter de chercher à convaincre les gens, mais plus aller à l'écoute. Je pense que c'est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose qu'on a voulu beaucoup mettre en place pour les municipales dans toutes nos listes. Vraiment retourner sur une plage du marché, mais pas tracter et convaincre de qu'est-ce que nous on veut faire, mais vraiment aller écouter les citoyens et citoyennes, et donc pour les jeunes aussi. Et concernant les jeunes, je pense que nos représentants, et donc Equinox aussi en général, et tous les partis politiques doivent comprendre, mais je pense qu'on comprend de mieux en mieux que les décisions d'aujourd'hui, elles impactent demain, et du coup elles impactent les générations futures, et que en fait toute décision qui ne se prend pas avec la génération de demain, elle se prend souvent contre la génération de demain. Donc je pense que c'est extrêmement important d'arriver à embarquer des jeunes dans les décisions, et je pense qu'il faut aussi des programmes qui parlent aux jeunes. Alors oui, les jeunes votent moins que les vieux, mais je pense qu'il y a un moment, il va falloir leur parler pour qu'ils aillent voter aussi. Oui, et puis il y a des propositions aussi très simplistes. Je pense alors je prends l'exemple du RN pour parler d'une partie plus climato-sceptique de l'échiquier politique, de dire en gros l'écologie, voilà, ça va emmerder les gens. On peut continuer à bétonner, ils veulent vous enlever votre voiture, ils veulent vous enlever votre maison, etc. Alors que prouver l'existence du changement climatique et donner des solutions, ça prend beaucoup plus de temps. Alors c'est beaucoup plus raisonné, c'est plus nuancé, c'est basé sur la science, c'est donc une vérité scientifique. Sauf que eux, ça leur prend 10 secondes et demie, et nous, ça prend 1 heure. C'est ça votre défi ? Oui, je pense que c'est ça, et je pense que c'est beaucoup sur la question de l'imaginaire et du récit politique qu'on veut amener. Je pense que le Rassemblement national a été très fort sur cette question-là. Leur récit, il est assez clair, et leur imaginaire aussi, et donc je pense que ça embarque facilement les gens. Là où je pense que le reste de l'échiquier politique aujourd'hui a plus de mal à raconter vraiment. On a beaucoup de propositions qui sont très court-termistes, et en fait on voit pas où il est l'avenir dans tout ça, quoi. Et je pense aujourd'hui aussi que les jeunes
ont des problématiques, et je me mets dedans aussi, mais assez difficiles. Un jeune sur 5 peut se sentir, peut se dire qu'il est en dépression à un moment de sa vie. On a plus de mal à trouver un emploi après avoir fait 5 ans d'études, etc. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de problématiques chez les jeunes qui font qu'aujourd'hui, il y a aussi un certain désespoir, je pense, et c'est ce qui appelle les votes extrêmes. Alors, je citais la science. Vous êtes un des rares partis à mettre la science au cœur du programme. C'est-à-dire, vous ne citez pas juste la science comme ça, à droite à gauche. Beaucoup de partis citent la science, évidemment. Alors, chacun sélectionne un petit peu ses études. Même le sénateur Duplon parle de science quand il propose la réintroduction de certains pesticides. Comme quoi, la science, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Vous mettez vraiment la science au cœur du programme. Alors c'est un choix assez audacieux aujourd'hui, dans un monde aussi polarisé, dans lequel le climato-scepticisme remonte. Il y a 3-4 ans, on avait des anti-vax qui manifestaient. Comment est-ce que vous avez fait pour construire ce programme avec justement cette notion de science et le rendre acceptable et le rendre votable ? En effet, pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Je pense que dès le début du parti, on a fait le constat qu'aujourd'hui, les décisions politiques, elles sont souvent prises de manière opaque et déséquilibrée. Et en fait, bien souvent, on va plus... c'est des décisions qui engagent l'avenir et le monde de demain, mais qui va être prise par une sorte de technocratie qui va être influencée par les lobbies et par une volonté des décideurs politiques, mais il n'y a pas de débat citoyen et souvent, comme vous le disiez, il y a un appel à la science, mais sans que ce soit vraiment fondé. Nous, chez Equinox, on est parti du principe que on a la chance d'être dans un pays où on a énormément de chercheurs et énormément de think tanks, de personnes qui réfléchissent à ces questions-là, et on a plein d'études, de rapports qui nous donnent des solutions concrètes. Nous voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Donc on a essayé d'établir une méthode qui part des constats, donc vraiment aller comprendre quel est le réel aujourd'hui. Et bien sûr, il y a des études scientifiques qui de temps en temps se contredisent, et donc d'où l'intérêt d'avoir aussi un certain esprit critique et d'aller regarder un peu qu'est-ce qui fait consensus scientifique. Ensuite, on a l'aspiration. Donc là, c'est quoi l'imaginaire, c'est quoi le monde de demain qu'on souhaite. Et ensuite, concrètement, les propositions, quels sont les premiers pas pour arriver à cet imaginaire demain si on est élu. Donc c'est cette méthode qui nous permet, je pense, d'arriver à être ancré dans une certaine réalité scientifique. Alors oui, bien sûr, je pense que ça prend plus de temps que de faire un programme selon nos électeurs et selon ce qu'ils vont penser, etc. Et ça fait moins de phrases un peu slogan que les gens vont retenir, etc. Mais je pense que le courage de la nuance peut et devrait gagner un jour. Alors vous parlez du programme, vous parlez de la science, vous parlez beaucoup d'écologie, mais je vous ai aussi beaucoup entendu dire le mot démocratie. Et est-ce que pour vous, notre système est convenable ? Est-ce que vous souhaitez être élu dans ce système pour participer à ce système ? Ou est-ce que vous souhaitez être élu dans ce système pour le changer ? Je pense qu'il y a des questions à se poser sur notre système aujourd'hui, qui arrivent à un moment où on voit bien que les choses commencent à freiner un peu, et que là, quand on regarde l'Assemblée nationale, on a du mal à voir comment ils arrivent à travailler ensemble. Je pense qu'eux ont du mal à voir comment ils travaillent ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive aussi à un système, typiquement l'hyper-présidentialisme. Moi, je pense pas que ce soit très sain pour la société en général. Je suis assez contre le culte de la personnalité et le fait de penser qu'un homme peut sauver la France. J'y crois pas du tout. Plutôt contre le système présidentiel ? Je suis plutôt contre le système hyper-présidentialiste, oui. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner ? Enlever le président, un premier ministre élu par l'Assemblée, quelque chose comme ça ? Oui, totalement. Je pense qu'il y a plein, pareil, de solutions qui pourraient se poser. Je pense une assemblée qui soit plus forte, je pense, pourrait aider. Mais après, il faut pour moi aussi arriver à avoir, typiquement, là on a eu le cas de beaucoup de 49.3, dissolution, etc., faire tomber le gouvernement, etc. Je pense qu'il y a aussi, dans la manière de faire de la politique au sein de l'Assemblée, c'est nécessaire qu'on arrive à trouver plus de consensus, et notamment, on pourrait dire, comme en Allemagne, qu'on peut faire tomber le gouvernement, mais que derrière, tu es obligé d'avoir une proposition concrète avec une majorité pour faire le prochain gouvernement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En France, on a moins
ce qui existe beaucoup plus à l'Europe, cette notion de faire des propositions entre différents groupes, etc., enfin de consensus, etc. Oui, parce qu'au Parlement européen, finalement, il y a cette culture, cette tradition de ne pas avoir de majorité. Voilà, on arrive dans un Parlement clairsemé, chose qu'on n'avait jamais connue en France sous la Ve. Alors, c'était pas toujours la majorité du président en place, mais ça restait une majorité et on pouvait trouver un consensus. Là, on se retrouve un peu dans cette situation-là. Finalement, si on retrouve une majorité, est-ce que ça ne réglerait pas le problème ? Est-ce que le problème, en fait, finalement, n'est pas que temporaire, entre guillemets, avec une assemblée sans majorité ? Je pense que le problème va un peu plus loin parce que la crise démocratique, comme le montre la confiance des Français envers la démocratie, pour moi, elle fait aussi appel au fait que les citoyens aujourd'hui ne se sentent pas impliqués. Je pense que voter tous les 5 ans n'est pas suffisant à se sentir impliqué dans notre démocratie actuelle. Il y a eu des expériences qui ont plutôt bien fonctionné avec les conventions citoyennes, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion là-dessus sur les questions de tirage au sort ? Nous, c'est quelque chose qu'on met pas mal en avant, que ce soit et en interne et aussi dans le programme, avoir une chambre qui soit potentiellement tirée au sort parmi les citoyens. Donc je pense, recalibrer la place du citoyen dans notre démocratie actuelle, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et après aussi, pour moi, la crise démocratique, c'est aussi une crise de représentation. Aujourd'hui, nos élus ne représentent absolument pas la diversité de la population française. Et donc, que ce soit déjà les femmes, on n'a que 36% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il y a une réflexion aussi à se faire là-dessus. Quelles en sont les raisons et comment on pourrait améliorer ça. Alors, vous parlez de conventions citoyennes, c'est vrai qu'il y en avait eu plusieurs sur le climat, sur la fin de vie, sur le temps de l'enfant. Ouais. Voilà. Alors bon, celle dont on a le plus parlé, c'était sur le climat, voilà, parce que le président Macron s'était engagé à reprendre sans filtre, c'était son terme, les propositions qui avaient été faites. Bon, il se trouve que le deal n'a pas tout à fait été respecté, voire quasiment pas, mais en tout cas, tout le monde était unanime pour dire que l'exercice était super. Que le tirage au sort avait fonctionné, qu'il y avait des gens au début qui étaient climato-sceptiques, qui ont écouté, justement, vous parliez du courage de la nuance, qui ont écouté, qui ont travaillé, qui ont changé d'avis. Il y en a qui sont venus avec plein de bonnes idées, finalement on s'est rendu compte que c'était pas des bonnes idées, ça a plutôt fonctionné. Vous voulez faire ça à quelle échelle ? Parce que là c'est des échelles thématiques, il y avait le climat, la fin de vie, etc. Vous c'est à une échelle démocratique pour faire une recomposition du paysage politique ? Nous, l'idée, ce serait plutôt d'inclure ces conventions citoyennes vraiment comme une institution française et du coup avoir une chambre, tout comme l'Assemblée nationale, qui soit tirée au sort et qui permette de créer du débat sur des propositions de loi. Je pense qu'un des problèmes aujourd'hui des conventions citoyennes, c'est en effet qu'elles sont pas, étant donné qu'elles sont pas inscrites dans nos institutions, et derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et notamment aussi dans la manière dont ont été rédigées les propositions, notamment pour celle du climat. Une des critiques que faisaient nos parlementaires, qui est honnête, c'est que c'est pas écrit comme un texte de loi. Et donc forcément, c'est plus difficile à reprendre, etc. Donc je pense qu'arriver à vraiment institutionnaliser les conventions citoyennes, ça permettrait de régler ce problème et de pouvoir parler de citoyens élus, d'inclure aussi des élus dans ces conventions. Je pense que ça permettrait d'aller un peu plus loin. Alors juste avant d'aller sur l'échelle locale, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Vous avez dit on vote tous les 5 ans. Techniquement, on vote presque tous les ans. On vote presque France. tous les ans, c'est vrai. Vu qu'on est dans un millefeuille, alors avant il y avait département, région, commune, maintenant il y a l'intercommunalité, il y a la métropole, il y a tout ça. L'objectif d'Equinox, c'est d'aller sur tous les fronts, c'est d'aller plutôt sur le front national, sur le front local. Quelle est votre stratégie ? Alors je pense que c'est important au départ d'aller surtout sur le front local, avoir un réel ancrage local. Pour nous c'est quelque chose d'assez important, c'est pour ça que pour les municipales on a vraiment eu cette volonté de pas forcément partir dans les grandes villes, mais plus de proposer à l'ensemble de nos adhérents de s'investir localement en faisant une liste ouverte, une alliance avec un autre parti, une liste citoyenne ou monter une liste Equinox s'ils le souhaitaient. Et ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, on a 150 candidats un peu partout en France, surtout dans des petites communes, donc plutôt sans étiquette. Mais c'était vraiment notre volonté pour les municipales de ne pas gagner des mairies, mais plus d'aller accompagner
d'accompagner celles et ceux qui veulent s'engager à l'échelle locale et de promouvoir les valeurs d'Equinox de cette manière-là. Et après, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, la politique française, si on veut changer les choses, l'échelle nationale est importante. Et donc, on partira bien sûr aux différentes échéances. On a pu faire plusieurs législatives déjà, mais les prochaines et les présidentielles aussi. Oui, parce que, mine de rien, vous dites 2021, la création du parti, mais depuis 2021, il y a eu quand même un paquet d'élections. Donc, mine de rien, c'est certes que 5 ans, mais avec quand même une grosse expérience électorale et de campagne derrière tout ça. Et justement, l'échelle locale, enfin, vous me dites si je me trompe, vous allez sur ce terrain-là, parce que c'est peut-être là aussi où les gens se réconcilient le plus avec la politique. Vous citiez l'étude justement de la défiance envers la démocratie, mais les gens sont plutôt défiants envers le haut qu'envers le bas, parce que le ou la maire, en général, c'est la personnalité avec laquelle on s'entend le mieux, parce que quand ça va pas, on la croise au coin de la rue et on peut lui dire ton lampadaire, fallait pas le mettre là, fallait le mettre là. Alors que les députés et le président de la République, c'est toujours un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a aussi une démarche de réconciliation, vous qui parlez beaucoup de démocratie et d'engagement locaux, c'est aussi dans ce sens-là, c'est pas seulement pour avoir des élus? Totalement. C'était vraiment dans la volonté d'aller aussi à l'écoute des Français et des Françaises à travers la France, donc dans des communes où on avait des adhérents ou des adhérentes. Et je pense que c'était ça la volonté, et c'est ça qu'a porté aussi l'engagement de pas mal de nos adhérents et adhérentes pour ces municipales. Alors vous avez 150 candidats, vous disiez. Est-ce qu'il y a des candidats pas Equinox que vous allez soutenir parce que vous vous sentez en adéquation avec leurs idées ? En effet, il y a des candidats qui sont... alors souvent, ils sont sympathisants chez nous, mais ils ne sont pas forcément adhérents, mais parce que leurs valeurs, leur liste correspondait à ce qu'on souhaite porter à l'échelle locale. On a décidé quand même de les soutenir. Alors, on n'a pas forcément... Enfin, nous, notre objectif, encore une fois, c'était pas de plaquer notre étiquette sur des affiches électorales, mais on a plus apporté un soutien, que ce soit programmatique ou de mobilisation, de communication, etc., à ces élus. Et quels sont les objectifs alors pas à long terme, parce qu'on l'a dit en début d'émission, il ne faut pas regarder 50 ans plus loin, il faut regarder 10 ans plus loin. Quels sont les objectifs d'Equinox ? C'est vrai qu'il y a souvent, aux élections présidentielles, il y a des candidats surprises. Quelques années, dans une autre vie, j'avais interviewé François Asselineau, qui était candidat à la présidentielle de 2017. J'étais quand même un peu étonné qu'il soit candidat. Mais voilà, il y a des candidats surprises parfois. Est-ce qu'il pourrait y avoir un candidat Equinox à la présidentielle ? Et j'espère qu'il y aura un ou une candidate Equinox à la présidentielle. Je pense que c'est un espace démocratique qui permet de quand même poser ses idées sur le débat public de manière assez importante. Donc c'est l'objectif. Et aussi, un des exercices auxquels on est soumis pour porter une candidature à la présidentielle, c'est d'aller rencontrer les maires un peu partout en France. Et je pense que c'est un exercice qui est justement assez intéressant et qui va beaucoup nous apprendre sur permettre de confronter notre programme aussi à des élus qui sont pour moi les remparts de notre démocratie aujourd'hui, les maires partout en France. Donc on partira à la recherche de ces 500 signatures et j'espère qu'on arrivera à les atteindre et pouvoir présenter un ou une candidate en 2027. Oui, parce que alors j'ai plus tout à fait en tête qui peut donner sa signature, mais il y a les maires, mais pas seulement. Pas seulement, oui, députés, sénateurs, conseillers régionaux, départementaux. Enfin, il y a pas mal de monde. Oui, ça fait un peu de monde quand même. C'est vrai, c'est à se demander comment certains n'ont pas les 500 signatures, parce qu'il y a, en fait, il y en a tellement d'élus. Très peu qui donnent leur signature dans tous ces élus. Parce que c'est public. Parce que c'est public. Et les gens voient à qui ils l'ont donné. C'est ça. Et ils assument pas trop. Voilà. C'est pas bien. Alexia, je vais terminer cette émission comme d'habitude pour les auditeurs et auditrices fidèles de Comment est votre climat. Vous savez très bien où je veux en venir. Je vais vous poser 2 questions. Au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi vous pourriez vous passer, et j'insiste, quelque chose auquel vous tenez, et de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer, et c'est là que j'interviens. Parce que moi, je ne pourrais pas me passer de flan, je ne pourrais absolument pas me passer d'une part de flan, et donc je viens toujours avec ma petite part de flan, si je la retrouve dans mon sac. Et donc, la voici. Elle vient tout droit de la Garenne Colombe. Fantastique. Voilà, fraîche de la Garenne. Donc je vous offre une part de flan. Merci beaucoup. Et je vous laisse me répondre autour de cette pâtisserie. De quoi je pourrais pas me passer, c'est la plus facile, je pense, ce sera le chocolat.
Je pense que ça serait trop dur. Et de quoi c'est pas moi qui vais vous juger. Florent, et de quoi je pourrais me passer je trouve ça toujours dur de voir la transition comme quelque chose dont on va devoir se passer de choses, parce qu'au final, je pense que ce sera bénéfique pour toutes et tous. Mais un truc qui, je pense, va falloir qu'on quand même diminue, c'est notre impact numérique. Et je pense arrêter de me passer... j'aimerais bien arriver à me passer de mon téléphone, mais je pense que ce serait pas facile. C'est impossible. Impossible. En plus, le téléphone portable, l'immense majorité de l'empreinte carbone, c'est la fabrication de l'empreinte. Donc, même si on arrête de s'en servir, finalement, le mal est fait. Mais c'est vrai ce que vous dites. Je me souviens, j'étais en train de créer le podcast il y a un peu plus d'1 an. Et j'avais testé un peu les idées avec... je peux dire ça, c'était avec Philippe Juvin. Je lui disais, je vais créer un podcast sur le climat. Et je lui dis, à la fin, je vais demander aux gens de quoi il pourrait se passer. Et il me dit, mais Baptiste, pourquoi voudrais-tu que je me passe de quelque chose ? Et en fait, c'est vrai, il a raison, finalement. En fait, ça induit un peu du sang et des larmes, finalement, de devoir se passer de quelque chose. Donc, je sais pas, vous serez peut-être la dernière, en fait, à qui je pose la question. Je vais peut-être changer ma question, parce que c'est vrai que, finalement, pourquoi est-ce qu'on se passerait... Ou alors, qu'est-ce que vous pourriez changer comme habitude ? Non, mais plein de choses. Mais je pense, chez Equinox, on est assez convaincus qu'on va devoir changer nos modes de vie, mais tout comme l'humain a changé ses modes de vie avec le progrès, la révolution industrielle, etc. Il y a des changements assez drastiques, et qui d'ailleurs ont été plutôt positifs. Donc je vois pas pourquoi le prochain changement devrait être négatif. Et j'espère qu'il sera positif. Et d'ailleurs, typiquement... là, en téléphone, j'ai actuellement un Fairphone, et cette notion d'arriver à réparer, je pense, etc. Moi, je pense que c'est justement quelque chose qui va arriver, j'espère, qui devrait arriver dans les prochaines années, de nos commerçants en bas de la rue, plutôt que d'avoir des grandes marques, etc., et de la fast fashion. On aura plutôt des couturières qui seront là pour réparer nos vêtements bien trop abîmés. Alors Fairphone, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une marque suédoise. Il me semble que c'est suédois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Scandinave, comme ça je dis pas de bêtises. Donc en fait, où vous pouvez acheter les pièces détachées. C'est ça, et réparer soi-même. Et réparer votre téléphone vous-même. C'est à peu près le même prix qu'un smartphone classique. C'est à peu près le même prix, oui. Environ 600 €, il me semble. D'accord, oui, donc c'est quand même moins cher qu'un iPhone. Oui, mais voilà. Et c'est là où iPhone, justement, moi j'avais un iPhone avant que j'avais essayé de réparer moi-même. Je me rends compte que c'est faisable, mais j'avais, en le réparant, cassé le fait de pouvoir me connecter avec mon doigt, etc. Plein de petites... forcément des capteurs que tu remets pas bien. Alors que là, je trouve ça assez fascinant, la simplicité. Et en fait, tu te rends compte que ça peut être fait de manière simple. Eh bien écoutez, je vais ranger mes 2 iPhones qui trônent sur la table, personnel et professionnel, pas du tout écolo, et vous remercier, Alexia de Montgolfier, d'avoir participé au podcast. Merci beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les plateformes de streaming. Si vous allez sur Spotify et Apple Podcasts, vous pouvez également laisser 5 étoiles. Si le podcast vous plaît, partagez-le, parlez-en autour de vous, publiez-le sur les réseaux sociaux. Ce sera très utile pour le faire connaître au plus grand nombre. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.